Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Mario Dumont, comment ça va? Ça va très bien. On va se parler de la Chine, évidemment, et de cette réplique violente de Donald Trump en matière de tarifs. Mais d'abord, tu mets la loupe sur un événement qui est peut-être passé inaperçu. 2 soldats chinois qui ont été faits prisonniers par l'armée ukrainienne. En fait, c'est pas tout à fait passé inaperçu parce que c'est probablement pour les Ukrainiens aussi une manière de nous inquiéter, d'attirer l'attention, de les rappeler à notre attention, oui, parce que l'Ukraine, comme un enfant qui n'aurait justement pas bénéficié de son moment de la journée, dit oubliez-nous pas là, il y a des troubles sur les marchés, il y a une guerre commerciale, mais il y a une guerre bien réelle entre nous et les Russes. Et là, c'est 2 prisonniers chinois. Apparemment. Était-il égaré parce que théorie, la Chine n'est pas impliquée dans ce conflit? Et je pense que dans les faits, elle ne l'est pas non plus. Mais c'est probablement l'idée de nous les présenter. D'ailleurs, c'est une manière de faire qui contrevient à la Convention de Genève sur les prisonniers militaires, qu'on est censé jamais montrer. Les Ukrainiens l'ont fait, justement, pour nous saisir. Et revenir à cette éternelle question, sommes-nous dans un conflit mondial? Or, nous sommes dans un conflit mondial. Il y a une vingtaine de milliers de soldats qui combattent du côté des forces ukrainiennes qui viennent d'un peu partout dans le monde, des Européens. Il y a des anciens des forces spéciales françaises qui ont été tués, il y a des Anglais, il y a des Canadiens qui sont allés, il y a des Indiens, il y a des Tchétchènes qui veulent en découdre avec les Russes, il y a des Népalais, mais le gouvernement du Népal refuse maintenant à ses ressortissants d'aller combattre d'un côté ou de l'autre. Des mercenaires, il y en a certainement du côté des Russes. La Russie a besoin de recruter. Donc, 2 Chinois avec cette question, est-ce que la Chine, comme par exemple les Coréens, seraient aux côtés des Russes et de la même manière? Je pense qu'il faut juste se rappeler que les circonstances sont très différentes. La Corée du Nord a signé, il n'y a pas si longtemps, une entente de coopération militaire y compris avec la Russie, et c'est en vertu de cette entente que des soldats ont été déplacés. Les Chinois, en ce moment, ils livrent une guerre existentielle pour eux, c'est une guerre commerciale, on va y arriver, avec les États-Unis, et ça les engage profondément. Depuis le début du conflit, ils sont, je parle du conflit évidemment avec l'Ukraine ou entre l'Ukraine et la Russie, ils sont du côté des Russes très discrètement, c'est-à-dire qu'ils soutiennent leur industrie militaire. Ils s'étaient entendus, on se souviendra, aux Jeux olympiques, chinois et russes. Je pense que M. Poutine avait prévenu son interlocuteur Xi Jinping qu'il allait traverser la frontière. Les Chinois avaient dit à ce moment-là que les 2 pays étaient unis de manière indéfectible. C'était les meilleurs amis du monde. C'est un signal fort. Mais jamais les Chinois n'ont demandé autre chose qu'une solution pacifique au conflit. Il n'y a pas demain matin des légions de soldats chinois qui vont joindre les rangs des forces. Mais est-ce qu'on peut en prêter quelques-uns, des soldats spécialisés? Je serais très surpris. C'est possible, mais je serais très surpris. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces 2-là? Est-ce que ce sont des citoyens chinois qui ont décidé de s'envoler? Des volontaires, ouais. Ou qui ont court-circuité les entraves, ont réussi à s'échapper, sont allés travailler avec. Alors, je ne fais que spéculer. Je fais très attention. Est-ce qu'il est possible que quelques soldats chinois aient collaboré? Mais on parle là, tu sais, de zouaves. On parle pas de gens qui conseillent l'armée russe. Comme les Américains, c'est aussi une autre manière peut-être de faire oublier, comme le New York Times l'a appris il y a à peu près 2 semaines, comme les Américains, donc, sont directement aux côtés des Ukrainiens, même s'ils ne sont pas sur le terrain. C'est une base militaire américaine à Wiesbaden qui organise le tir pour la plupart des attaques ukrainiennes. On dit exactement où frapper et à la dernière seconde, le relais est passé aux Ukrainiens qui, eux, appuient sur le bouton. Mais les Américains, n'en doutons pas, sont très, très, très impliqués dans ce conflit, quoi qu'on pense, quoi qu'on en dise et quoi que dise surtout M. Trump. Alors, si j'en parle ce matin, c'est que je pense qu'il y avait une tentative de la part des Ukrainiens de se rappeler à notre mémoire en disant n'oubliez pas qu'il y a une vraie guerre et pour l'instant, je crois que la vraie guerre pour les Américains comme pour les Chinois, c'est la guerre commerciale. Et là, à 104% de tarifs sur les produits chinois. La Chine n'a pas du tout cédé aux menaces de Trump parce que c'était la menace. Là, il donnait 24 heures la journée d'hier. Oui. Si vous retirez pas vos tarifs de 34%, nous, on y va avec un 50 de plus.
Exactement comme il l'a fait avec Doug Ford quand il a annoncé qu'il allait ajouter 25% au prix de l'électricité exportée aux États-Unis. Et immédiatement, M. Trump a dit, parfait, si vous voulez continuer comme ça, il n'y a pas de problème. À la guerre comme à la guerre, je vais augmenter aussi les droits que j'impose à vos produits, particulièrement à ce moment-là, l'aluminium et l'acier. Et inévitablement, Doug Ford est obligé de ramener sa voilure et de marcher un peu sur la peinture. Et quelques jours plus tard, était à Washington pour rencontrer des membres du gouvernement. Il disait à quel point ça avait été une rencontre formidable. Les Chinois, c'est pas tout à fait la même affaire. Ils étaient probablement très près. À ce jour, on n'a pas entendu le président Xi Jinping, mais ils n'ont pas tardé à riposter parce qu'ils voulaient montrer que dans ce conflit, ils n'allaient pas plier du genou. Entre les deux, ceux à qui ça va faire le plus rapidement mal, parce que le discours planétaire, c'est que les Américains sont en train de punir leurs consommateurs, ce qui n'est évidemment pas faux. Mais l'économie chinoise est pour beaucoup dépendante de ses exportations de manière générale, mais très particulièrement de ses exportations aux États-Unis. C'est une balance commerciale qui favorise les Chinois de plusieurs centaines de milliards de dollars dans un contexte où l'économie chinoise est fragilisée, une crise immobilière qu'on n'arrive pas à résorber. Et si du jour au lendemain il devient impossible ou très, très, très difficile d'exporter, toutes ces entreprises qui comptent sur le marché américain ne trouveront justement pas dans le marché européen ou ailleurs dans le monde une voie d'évitement. Alors, la Chine sait qu'il y aura un prix très élevé à payer, mais a choisi de ne pas montrer la moindre hésitation. C'est un jeu de chicken, des deux voitures qui l'une et l'autre s'en viennent l'une contre l'autre en se demandant qui, à la dernière seconde, donnera un coup de volant ou pas. Hier soir, le président Trump, en grande forme, disait que l'humanité était à sa porte et lui léchait le cul. C'est l'expression qu'il a employée. En fait, kissing his ass, lui baisait le cul tellement ils sont désireux d'avoir une entente. Alors, on verra si c'est vrai, parce que le temps va commencer à presser pour faire la démonstration qu'il y a quelque chose de concret qui va compenser pour les Américains. Ouais, parce que ce matin, le National Post a un texte intéressant sur la crise, puis ce que les Américains vont payer. Puis effectivement, tu as raison, pour la Chine, c'est une catastrophe économique, ces tarifs-là, mais ce que les Américains portent, là, ce matin, ils s'en vont travailler, ce qu'ils portent comme vêtements sur leur dos et chaussures dans leurs pieds, c'est fabriqué à 97% dans des pays lourdement frappés par des tarifs. Là. Tous les pays lourdement frappés par des tarifs. Y compris le Bangladesh. Oui, mais le Vietnam beaucoup, le Cambodge pour une partie, l'Indonésie pour une partie, évidemment la Chine beaucoup. Le Made in China est encore très, très fort. Je dirais, les Américains qui vont aller, je sais pas, le petit passage traditionnel chez Walmart pour une paire de sneakers, un T-shirt puis une bébelle électronique, la facture va augmenter, mais significativement d'ici quelques mois, là. Oh oui, puis tu peux ajouter aux vêtements que les Américains, pour l'essentiel, portent, le lave-linge dans lequel ils vont nettoyer leurs vêtements, laver leurs vêtements, qui est probablement fait en grande partie, sinon la plupart des pièces, en Asie, en Chine, et qui coûte beaucoup moins cher aujourd'hui, même dans certains cas, que ça coûtait il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est même pas un scénario à une époque d'inflation, mais le coût des choses diminuait. C'était un peu le pacte. Hein. Les emplois sont fragilisés, on en perd, on s'appauvrit en partie parce qu'il y a des jobs qui sont perdus, mais le consommateur y trouve son compte et on s'enrichit par notre consommation. Mais c'est aussi l'histoire des 30 dernières années. C'est-à-dire que les États-Unis, très particulièrement, parce que c'est en termes de consommation l'ogre mondial, ont consommé plus qu'ils n'ont épargné et ils ont fait payer à ceux qui leur vendaient ces produits. Ils ont fait payer la note à la Chine. La Chine achetait de la dette américaine en quantité massive. Le reste du monde achetait de la dette. Donc, le déséquilibre commercial mondial, demain matin, il n'y aurait plus de droits douaniers, de tarifs entre, par exemple, l'Europe et les États-Unis sur les autos américaines. Il se vendrait pas beaucoup plus d'autos américaines en Europe parce qu'il n'y a pas une très forte demande, parce qu'elles ne sont pas compétitives avec ce que font les Japonais certainement, mais aussi les Européens. Donc, c'est pas juste une question de droits douaniers, c'est une question d'appétit. Les consommateurs américains ont eu un appétit débordant et ont fait financer ce déséquilibre commercial par des gens qui ont acheté à pas cher leurs dettes. Alors, quand on parle de cette guerre avec la Chine, celle qui se profite, c'est très, très rare.
j'ai quelques interlocuteurs qui sont très haut placés de chez très haut placés. Des gens qui sont à côté des maîtres du monde. Et ce matin, j'avais un échange texto. Il se trouve qu'un de ceux-là est à Paris aujourd'hui. Et il me disait, ça risque d'être une journée, encore une fois, très intéressante, manière de dire, qui va nous donner quelques frissons. Les Chinois sont à la manœuvre. C'est pas juste sur les droits douaniers, c'est des ventes d'obligations. Parce qu'une des bonnes nouvelles... Parce que les Chinois détiennent une bonne partie de la dette des États-Unis, là. Oui. Et ça peut avoir l'air compliqué, mais la bonne nouvelle, c'était que les investisseurs, en ce moment, ils vendent tout pour être cash. Puis la meilleure manière d'avoir du cash, c'est d'acheter des bons du Trésor. Fait que le paradoxe, c'est que tu veux rien de lié aux États-Unis, mais tu achètes des bons du Trésor. Et ça a fait baisser le service de la dette parce que plus il y a d'acheteurs, plus tu peux permettre de dire, ben écoute, si t'en veux vraiment de mes bons du Trésor, moi te les vendre à 2 %. Puis si t'en veux vraiment, ça va être à 1,5. Donc, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais en ce moment, la courbe obligataire a baissé. Bonne nouvelle, le fardeau de la dette américaine coûte un peu moins cher. Mais la matin remonte en fou, là. Hier, en fin de journée, puis ce matin, elle remonte en fou, là. Alors, pourquoi? Les Chinois sont détenteurs de centaines de milliards de dollars d'obligations américaines. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Et c'est ce que me disait mon contact. Ils sont les domper sur les marchés. Ah ouais. Ils vendent, ils dompent. Et là, c'est la capacité d'acheter ça. Parce que s'il y a personne qui achète, qu'est-ce que tu fais quand t'en veux pas? Tu as fait un meilleur rendement. Fait que le marché secondaire, il dit, bon, ben parfait, tes obligations, on va les acheter, mais à rabais. Donc, ton rendement est d'autant meilleur. Et c'est ce que font les Chinois. Ils disent, vous voulez que votre dollar soit plus compétitif, vous voulez faire en sorte que votre énorme dette soit aujourd'hui amortie à meilleur prix. Pas question. On va vendre des obligations et on va forcer le jeu. Les Américains sont souverains parce que le dollar, c'est la monnaie de réserve et ils peuvent en imprimer. Mais ils sont souverains tant et aussi longtemps qu'il y a de l'appétit pour acheter de la dette américaine. Et là, les Chinois, discrètement, on parle pas de ça, on parle des marchés boursiers, sont en train de... Enfin, ils sont pas juste en train, ils sont à vendre et à, je dirais, déshabiller un peu l'empereur qui est puissant, mais dépend néanmoins des autres. Et je parle évidemment de Donald Trump et des États-Unis de façon générale. Et dernière affaire importante, c'est est-ce que il y a une volonté de trouver une solution? Je notais hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui disait on est très ouvert à une entente. Il n'est pas question que nous fassions le premier pas. Il va falloir que les Chinois soient les premiers, montrent leur bonne volonté. Là, on est en face de deux orgueils énormes, celui du président américain et du président chinois. Les Chinois n'aiment pas perdre la face. On le sait. C'est très important. Donald Trump. Et Trump a une carrière de 60 quelques années où il n'a eu que des victoires, a toujours tout gagné, à part l'élection de 2020, mais il se l'est fait voler, il l'avait gagné. A jamais rien perdu, fait qu'il veut pas perdre sur celle-là non plus, là. Et il veut certainement pas perdre sur celle-là qui est fondamentale. Si une fois dans ta vie, tu as un politique qui a décidé de tout miser sur le 32, c'est ce que fait Donald Trump en ce moment. Je reviens sur ce que je te disais vendredi. Tu ne peux pas coûter aussi cher, mettre en danger de manière réelle la vie de gens puissants, extrêmement puissants, sans prendre pour toi-même des risques. Ça ne se peut pas. Il y a beaucoup de monde qui en ce moment estime que c'est pas juste se faire marcher ses orteils, c'est de menacer leur existence. Et c'est des gens qui ont des orgueils, des égos et des moyens très certainement comparables, sinon supérieurs à ceux du président américain. Fait que s'il joue gros, jamais il a joué gros comme ça. Ça joue dur ces jours-ci. Merci Stéphane. À demain.